Le nouvel esprit public, Philippe Meyer. Bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous tenterons d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Akram Belkaïd, journaliste au Monde diplomatique, avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova, et avec Michaela Wiegel, correspondante à Paris du quotidien allemand, la Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2 mots sur la suite. Nous continuerons nos conversations sur l'actualité jusqu'à dimanche prochain inclusivement. Puis, selon une tradition antique et solennelle, nous mettrons en ligne jusqu'à la fin du mois d'août des émissions thématiques autour de diverses biographies, celle d'Henry Kissinger, celle des ducs de Bourgogne, celle de Jenny Marx, celle d'Albert Camus dans son rapport à l'Algérie, celle de Xi Jinping, celle de Juan Carlos d'Espagne, etc. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Je ne suis plus victime, je suis un survivant ». Il est ainsi chapeauté « À procès exceptionnel, verdict exceptionnel ». Après 9 mois d'audience hors norme, les 5 magistrats de la Cour d'assises spéciale doivent rendre leur décision, ils l'ont fait depuis, contre les 20 personnes, dont 10 jugées en absence, accusées d'avoir participé aux pires attentats commis en France. De quel secours sera ce verdict face au deuil des victimes ? Apportera-t-il un soulagement, une réparation aux quelques 2400 parties civiles ? Elles seules le savent, et elles seules peuvent répondre à ces questions, comme le fait avec courage Antoine Léris, dans le long témoignage qu'il nous livre dans ce numéro. Dans le cadre de nos badas, si c'est pour la culture, on a déjà donné, nous avons mis en ligne mercredi nos échanges avec le public après l'émission sur le résultat des législatives, émission enregistrée dimanche dernier à l'école alsacienne. Je vous propose que nous passions maintenant au premier de nos 2 sujets, celui du G7 et de l'OTAN face à la guerre en Ukraine. 4 mois après le début de la guerre en Ukraine, au G7 de dimanche à mardi en Allemagne, puis lors du sommet de l'OTAN de mardi à jeudi à Madrid, les Occidentaux ont tenté de surmonter les tensions et les divergences que le prolongement de la guerre risque de creuser. En Bavière, les 7 dirigeants des pays les plus riches ont décidé de frapper l'économie russe en travaillant sur un plafonnement du prix du pétrole russe et en imposant des restrictions à l'importation de l'or russe. Les dirigeants du G7 ont promis de soutenir l'Ukraine tant qu'il le faudra, sur le plan militaire, financier, humanitaire, diplomatique. Ils sont prêts à injecter cette année jusqu'à 28 milliards d'euros dans le budget de l'État ukrainien. Depuis le début de la guerre, le 24 février, les pays du G7 ont déjà promis l'équivalent de plus de 2 milliards 600 millions d'aides humanitaires. Et bien que le G7 joue un rôle central dans la coordination des sanctions engagées contre la Russie et dans l'aide apportée à l'Ukraine, il est tenu de composer avec les nombreux pays asiatiques, africains et latino-américains qui refusent de choisir leur camp et s'inquiètent des conséquences du retour de la guerre en Europe. Raison pour laquelle 5 dirigeants du Sud ont été invités lundi au sommet du G7. Le sommet de l'OTAN à Madrid du 28 au 30 juin s'est ouvert à la levée du veto turc sur l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN, puis les États-Unis ont annoncé l'envoi de nouveaux renforts militaires terrestres, maritimes et aériens américains en Europe afin de muscler les capacités de défense de l'OTAN face à la Russie, même si certaines de ces annonces viennent parachever des projets amorcés depuis plusieurs années. L'OTAN veut pouvoir mobiliser plus de 300 000 soldats en Europe. Dans une interview à l'ARD, le chancelier Olaf Scholz a assuré que la Bundeswehr allait devenir la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Désormais, la stratégie de défense avancée de l'OTAN consiste à déployer à l'Est une puissance de feu suffisante pour empêcher les chars russes de percer en premier. L'Alliance retrouve ainsi sa mission première, la défense du territoire de ses pays membres contre la menace russe. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la Russie représente la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité de la coalition militaire occidentale. Invité par visioconférence aux 2 sommets, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté chaque fois les Occidentaux à intensifier des livraisons d'armements lourds à l'Ukraine et les sanctions contre Moscou afin que la guerre menée par la Russie dans son pays prenne fin avant l'hiver. Cependant,
L'OTAN prévoit une guerre longue. Outre les chefs d'État et de gouvernement des 30 pays membres de l'OTAN ainsi que ceux des 2 nouveaux candidats, la Finlande et Suède, pour la première fois l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud et le Japon ont été invités à participer au sommet de l'Alliance sous l'impulsion des États-Unis. Sur cette question, Michaela Wiegel. Oui, nous vivons un changement d'époque, avait dit le chancelier Olaf Scholz au lendemain du début de la guerre en Ukraine. Et s'il fallait une preuve de ce qu'il a dit, cette séquence internationale qui, en vérité, s'est ouverte avec le sommet européen où il était décidé d'accorder le statut de candidat aussi bien à l'Ukraine qu'à la Moldavie. Cette séquence internationale a donc vraiment montré ce changement d'époque. Ça a montré tout d'abord à Elmo en Bavière que le G7 qu'on croyait divisé encore tout de suite après l'éclatement de la guerre entre ce qu'on appelle en français les anglo-américains qui étaient pour une stratégie très dure vis-à-vis de la Russie et dont le discours était beaucoup plus dans l'escalation que le discours notamment franco-allemand et italien. Aujourd'hui, on a vu en Bavière une grande unité, une correction aussi, je dirais presque, des mots notamment du président Macron, qui avait, il n'y a pas très longtemps, parlé de ne pas humilier la Russie comme perspective pour sortir du conflit, alors que dans sa conférence de presse de fin du sommet de G7, il a affirmé qu'il souhaitait désormais que l'Ukraine gagne cette guerre, quelque chose qu'il n'avait pas exprimé avec cette clarté jusque-là. Donc c'est une tonalité tout à fait différente et effectivement aussi une tonalité différente du côté du chancelier Scholz qui, et ça peut paraître vraiment assez extraordinaire, parle désormais de l'objectif de faire de l'armée allemande la première armée conventionnelle en Europe, c'est-à-dire après puisque la France est, comme on dit, dotée, et la Grande-Bretagne également, c'est-à-dire la première armée après la France et la Grande-Bretagne. C'était un objectif complètement inenvisageable il y a encore 6 mois, et on voit bien l'évolution très rapide et l'unité assez remarquable du G7. Alors, c'était presque symbolique que pendant les dirigeants du G7 étaient dans cette magnifique bâtisse à Elmo, dans les Alpes, les invités du monde, notamment le président indien, patientaient à Munich pour aller à la rencontre après, quand ils étaient invités. Et ce qui m'a frappée dans cette symbolique, c'était réellement que, alors qu'on a une unité de l'Occident, on a l'impression que dans cette guerre, dans cette confrontation avec la Russie, qui maintenant clairement exprimée aussi lors du sommet de l'OTAN, les autres acteurs, notamment l'Inde, la Chine, les pays d'Afrique, il y avait le président sénégalais aussi qui était invité, ils jouent un rôle un petit peu, on est pris encore de venir de temps en temps, mais on sent déjà qu'on ne peut plus réellement s'appuyer sur eux et que eux, ils ne prennent pas clairement position. Et je crois qu'il y a un vrai risque d'une nouvelle division qui se dessine là, dans ces moments-là. Et c'est tout à fait remarquable, surtout quand on regarde que ce qu'on croyait un grand conflit, on a beaucoup parlé de la dispute franco-américaine à l'occasion de cette nouvelle alliance AUKUS pour la mer du Chine et de la vente sabordée des sous-marins australiens. Ben là, lors
c'était une séquence à côté du sommet de l'OTAN. On a vu une réconciliation très profonde entre la France et le nouveau Premier ministre australien. Et donc, le sentiment que finalement, les anciennes alliances, aussi bien militaires que économiques de l'Occident, finalement sont ressoudées. Alors que il y a une disparité de plus en plus grande de la perception de ce conflit en Ukraine comme structurant pour le monde. Akram Belkaïn. Oui, alors il y a 2 points pour compléter ce qui vient d'être dit, avec lequel je suis d'accord. Bon, on est clairement dans je dirais, dans un contexte belliciste, de montée des périls, où la voie de la raison semble désormais être totalement écartée. Alors bien entendu, personne ne va admettre que ce qui se passe en Ukraine, mais on a tout de même l'impression que l'OTAN tient enfin sa raison, l'excuse valable de continuer à exister. Je rappelle qu'il y a quelques années encore, des dirigeants occidentaux, dont Emmanuel Macron, doutait de la pertinence de cette organisation. Et aujourd'hui, effectivement, l'OTAN fait feu de tout bois, si j'ose dire, avec ce qu'on peut attendre, une augmentation des budgets militaires, une course aux armements, des redéfinitions de menaces. Alors effectivement, la Russie est désignée comme étant la menace numéro 1, mais les propos concernant la Chine ne sont pas non plus neutres. On sent bien qu'il y a aussi une volonté aussi de déplacer le focus, en tout cas l'intérêt, l'attention sur les problèmes qui se déroulent au Pacifique, qui peuvent exister en mer de Chine et dans le Pacifique. Et tout cela n'est guère encourageant, c'est même très très inquiétant. Ce n'est pas du tout rassurant. On est vraiment à mon sens, dans un contexte de montée des périls, avec des dérapages possibles dans les mois, les années à venir. L'autre point est qu'effectivement, les pays du Sud, aujourd'hui, refusent de se laisser embrigader par cette affaire. Ils résistent. Les pressions sont très importantes. Dans plusieurs, je dirais, journaux africains, on note qu'il y a des délégations occidentales, il y a des appels à la raison. Enfin, les appels à la raison étant qu'il faut s'aligner sur la position de l'Ouest, de l'Occident. Jusqu'à quand les pays d'Afrique notamment vont continuer à garder cette neutralité? On ne le sait pas, d'autant qu'ils nombre d'entre eux sont confrontés à des difficultés financières et qu'on voit bien venir le donnant-donnant, c'est-à-dire un alignement sur les positions occidentales en compensation, en échange d'aide, notamment sur le plan alimentaire, puisque comme vous le savez, la guerre en Ukraine a complètement déséquilibré le marché des céréales et menace plusieurs pays de famine. Marc-Olivier Badis. Oui, moi je suis frappé par l'ampleur des changements auxquels nous assistons depuis le 24 février, qui est vraiment une date cruciale. Les précédentes rencontres de l'OTAN étaient quelque chose, il y avait une routine assez réglée, c'est-à-dire que les Européens attendaient que les Américains rappellent leur engagement autour de l'article 5. Quand Trump a été élu, il y avait un peu de tension là-dessus. Et puis les Américains disaient aux Européens, il faut que vous remplissiez vos objectifs de 2% de défense militaire, 2% du PIB, ce que les pays européens ne remplissaient pas comme obligation. Donc voilà, il y avait une routine qui était bien en place. Et là, l'ampleur du changement est quand même spectaculaire. D'abord, comme l'a dit Akram, c'est le retour de la raison d'être de l'OTAN. Maintenant, on sait, enfin, les membres de l'OTAN savent, ont retrouvé leur vocation originelle. Deuxièmement, il y a ce phénomène très spectaculaire de ce qu'on appelle le pivot à l'envers. C'est-à-dire que les Américains avaient théorisé le pivot, le fait qu'ils allaient s'intéresser beaucoup plus à l'Asie et peut-être laisser l'espace européen. En fait, maintenant, ils sont de retour massivement sur le continent européen, tout en faisant le lien avec leur enjeu par rapport à la Chine, parce que si les États-Unis ne retrouvent pas de la crédibilité sur ce terrain ukrainien, ils n'arriveront pas à maintenir un rapport de force avec la Chine dans les années qui viennent. Troisièmement, un retournement spectaculaire aussi sur le retour de la guerre
étatique de haute intensité. On s'était habitué à ce que les discussions stratégiques et militaires tournent autour des problèmes de la guerre irrégulière, c'est-à-dire la cyberguerre, la déstabilisation, le terrorisme, etc. Alors que là, on parle d'armes lourdes, de chars, etc. Tout en sachant que les aspects de guerre irrégulière n'ont pas disparu pour autant, même si on les voit moins aujourd'hui, mais la guerre de l'information, la cyberguerre, continue en même temps. Quatrièmement, ce qui est spectaculaire aussi, ce sont des changements culturels internes dans un certain nombre de pays. Alors, Michaela l'a dit pour l'Allemagne, évidemment, que l'Allemagne dise qu'elle veuille être la première puissance militaire conventionnelle en Europe, c'est déjà un changement spectaculaire. Mais aussi... Et qu'on s'en réjouisse, c'est une source d'étonnement. encore plus. Et encore plus la Suède et la Finlande qui ont donc mis un terme à leur culture de la neutralité. Et il faut comprendre que la culture de la neutralité, très particulière en Suède, par exemple, j'ai un ami qui est suédois, qui est officier de réserve, et donc il me racontait qu'il faisait de temps en temps, il était convoqué pour des manœuvres militaires, il y avait des manœuvres militaires communes avec l'OTAN et parfois avec les Russes. Donc on ne parle pas de la neutralité suisse, quoi. C'est quelque chose vraiment où l'armée suédoise faisait des manœuvres communes avec l'armée russe. C'est quand même... Et donc là, c'est un changement interne, d'ailleurs, qui donne lieu à des débats, bien sûr, dans ces pays, mais c'est quand même très important. Aussi, très important, l'ampleur des conséquences économiques de cette guerre. Si on compare par exemple avec la Syrie, finalement, qui n'a pas eu un impact global, là c'est une guerre qui a un impact vraiment mondial. Et en premier lieu en Europe, le nouveau ministre vert allemand de l'économie, Robert Habeck, fait des déclarations très très claires vis-à-vis de la population allemande sur les risques de pénurie d'énergie pour l'hiver prochain. On sent qu'il y a vraiment une prise de conscience très très importante. Et puis dernier point, je crois que ce qui est nouveau aussi pour nous, c'est la conscience, enfin là c'est une position que je prendrai, c'est que on ne peut pas rester spectateur de cette guerre, c'est une guerre que nous devons gagner. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'une puissance comme la Russie, qui commet des actes de guerre, encore un bombardement d'un centre commercial, donc une cible complètement civile, juste au début de cette semaine, montre que si c'est la Russie qui l'emporte, si les États-Unis connaissent une défaite à l'afghane ou à l'irakienne, on rentre vraiment dans l'inconnu, dans lequel les relations internationales, il n'y a plus aucun ordre, il n'y a plus aucune limite à la barbarie. Et donc, c'est vraiment très préoccupant parce que la question qui reste posée, il y a deux questions préoccupantes pour l'OTAN. D'abord, est-ce que l'OTAN ne risque pas de finir par être impliquée d'une manière ou d'une autre dans le conflit ? Si les Russes, par exemple, décident que l'enclave de Kaliningrad fait partie de leurs objectifs maintenant prioritaires, que peut-il se passer ? Et puis deuxièmement, il y a les élections de mi-mandat qui arrivent en novembre aux États-Unis. Et on sait que la situation politique intérieure américaine n'est pas brillante, c'est le moins qu'on puisse dire. Si il y a une grande vague républicaine qui arrive aux élections de mi-mandat, si la possibilité que Trump soit réélu dans 2 ans se profile, quid de cette unité de vue aujourd'hui des Occidentaux autour de l'OTAN, ça fait quand même beaucoup d'interrogations. Michaela Wiegel. Oui, Marc-Olivier vient de parler du retour des États-Unis lors du dernier, en Europe, lors du dernier sommet de l'OTAN à Madrid. Je nuancerai un petit peu le propos. Alors, c'est tout à fait vrai en termes de matériel et d'aide militaire, mais il n'y a pas réellement un réengagement en termes de troupes américaines comme on a pu le connaître pendant la guerre froide, par exemple. Et je trouve d'ailleurs, c'est probablement l'enseignement le plus intéressant, c'est que pour des mémoires, la première fois, il y a une grande unité des Européens à accorder plus de troupes, donc pas seulement plus de moyens financiers, mais aussi
plus de troupes à l'OTAN. La France qui a pris l'opération comme nation cadre en Roumanie et qui a confirmé qu'elle va augmenter, qu'elle va attribuer une brigade pour justement assurer la continuité de cette opération. Une rémobilisation d'une de ces forces qu'on avait un peu oubliée, la force de réaction rapide, c'était un peu une force de papier, c'est-à-dire effectivement elle existait, il y avait des militaires désignés, mais on n'a jamais vraiment mobilisé et testé. Et là aussi, le grand fardeau en termes de personnel pèse sur les épaules des Européens. Et notable aussi, l'Allemagne a aussi, ce qui était toujours un sujet un peu tabou, assuré de renforcer sa présence en Lituanie. Et là, on est au cœur, effectivement, des points chauds. Marc-Olivier a parlé d'une possible provocation russe pour impliquer davantage un des pays de l'OTAN. Et si on regarde, effectivement, les points chauds, c'est la Roumanie avec toute cette frontière qu'elle a sur la mer Noire, mais aussi, bien sûr, la Lituanie avec ce fameux corridor et l'enclave de Kaliningrad. Et je crois qu'il est assez remarquable que l'Union européenne, dans cette dispute concernant l'application des sanctions économiques et notamment le passage des livraisons à travers la Lituanie par chemin de fer pour arriver à Kaliningrad, a maintenant désescaladé et autorisé un régime spécial, on va dire, des sanctions pour assurer et pour pas donner un prétexte aux Russes de trouver un moyen de prendre Kaliningrad comme prétexte pour une attaque. Donc, je crois c'est très intéressant qu'on a parlé pendant des décennies sur un partage des responsabilités, qu'aujourd'hui, au sein de l'OTAN, on se rapproche de plus en plus. Tout n'est pas encore idyllique. Les Américains sont toujours très prédominants, mais on n'est quand même plus dans la logique qu'on a connue et qui a beaucoup agacé les Français, où c'est les États-Unis qui décident et les Européens qui sont au garde à vous. Akram El-Kaïm. Oui, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on entend souvent, qui a été évoqué là tout à l'heure, sur cette affirmation qu'on entend ici et là sur le conflit va être long. On ne sait pas très bien pourquoi tout le monde dit ça. Qu'est-ce qui permet d'étayer cette affirmation, d'autant qu'il y a une grande inconnue jusqu'à présent, en tout cas en ce qui me concerne, pour moi ça paraît évident, on ne sait pas encore quels sont. On a du mal à connaître les objectifs de guerre de la Russie. Et tant que cette question ne sera pas résolue, ne sera pas éclaircie, on ne peut pas prétendre que le conflit sera long ou ne le sera pas, ou qu'il durera ad vitam aeternam. On est clairement dans une phase où la Russie cherche à redéfinir, pardon de l'expression, les contours de son espace vital, c'est-à-dire de considérer qu'il y a une zone qui doit rester sous son contrôle, ou en tout cas sous son influence. Et on a de l'autre côté une volonté des peuples de ne plus être sous le joug du grand voisin russe, et donc on a des frictions à ce niveau-là. Ce genre de situation est effectivement, dans l'histoire, a souvent conduit à des conflits lourds, des conflits qui ont fini par se régler par des ajustements frontaliers, souvent aux dépens des peuples eux-mêmes. Je rappelle que la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a pas été une très bonne chose pour de nombreux peuples qui se sont vus mis notamment dans le camp de l'Est. Et là, on est dans cette situation-là. Donc, moi, je suis toujours interpellé par cette question. J'ai l'impression que par manque d'imagination, par manque de volonté diplomatique, par refus de négocier avec les Russes, on est dans cette situation finalement de statu quo qui laisse entendre que, ma foi, on va laisser durer la guerre en Ukraine,
Moi, je pense plutôt que la guerre en Ukraine, c'est plutôt l'Afghanistan des Russes, le nouvel Afghanistan. C'est une manière vraiment d'obliger, de créer une espèce de gros boulet au niveau de l'économie russe, les sanctions, les pertes humaines, la contestation qui commence déjà au sein de la société par rapport à un conflit que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, mais avec d'autres conséquences, et que finalement, les grands perdants dans cette affaire sont à la fois les Ukrainiens, mais aussi d'une certaine manière l'Europe qui se retrouve, même si elle a pris les devants, etc., elle est de nouveau sous le parapluie américain, qu'elle le veuille ou non, ne serait-ce que sur le plan énergétique, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il est quand même symbolique, on en parlera peut-être tout à l'heure dans la partie consacrée à l'Algérie, il est quand même symbolique aujourd'hui de voir que l'Europe, qui se targue d'ambitions écologiques importantes, être désormais l'un des principaux acheteurs de gaz de schiste américain, gaz de schiste qui n'est pas, rappelons-le, exploité sur le territoire européen. Michaela Wiege? Oui, je crois que c'est un point très important, les objectifs de guerre. Mais pourtant, Poutine en sait un peu plus. Il a clairement formulé la semaine dernière que son objectif, c'est la capitulation totale de l'Ukraine. Et donc, à partir de là, effectivement, je crois qu'il est plutôt logique que du côté occidental, alors qu'on n'est pas co-belligérants, qu'on considère quand même, si notre objectif, c'est la victoire de l'Ukraine, qu'on se positionne pour une guerre plutôt longue, parce que forcément, on voit bien que le front ne bouge pas tant que ça, et fait plutôt des allers et des retours. On a vu là la récupération par les Ukrainiens de cette île très stratégique, l'île aux serpents, qui est devant Odessa, et qui a donc un positionnement très stratégique, notamment pour les transports des céréales, et qui est donc aussi très important pour éviter cette stratégie de créer des famines, en quelque sorte, pour forcer une capitulation, parce que c'est ça qui est derrière la stratégie russe. Moi, je suis étonnée quand on parle de négocier avec les Russes, parce que pour avoir accompagné le président Macron à Moscou, et ayant vu comment Poutine n'a vraiment nullement tenu compte des tentatives des Européens de négocier et est allé directement dans la guerre, je ne vois pas en quelle sorte on puisse négocier avec quelqu'un qui a décidé par tous les moyens, donc aussi les moyens militaires, aboutir à ses buts. Quelle valeur peut avoir une négociation avec Vladimir Poutine, dans la mesure où il s'est tenu à aucun des accords qu'il avait conclus? Marc-Olivier Padis. Oui, j'ai deux remarques sur cette idée de guerre longue. La première, c'est que si on revient au début des sanctions, les Européens croyaient avoir trouvé l'arme fatale en termes de sanctions, qui était la guerre contre le rouble, donc qui devait entraîner une chute rapide du rouble, ce qui s'est passé dans un premier temps. Et on sait que si la monnaie russe se déprécie très très rapidement, ça veut dire que toutes les importations, notamment pour tout l'agroalimentaire, les Russes sont très dépendants des importations, donc toutes les importations coûtent beaucoup plus cher, la croissance ralentit, il y a des pénuries, une inflation insupportable, etc. Et donc là, on pensait que ça pouvait aller très très vite, d'autant plus qu'on avait privé la Banque centrale russe des moyens de soutenir sa monnaie en gelant ses avoirs à l'étranger, etc. Et en fait, la réaction russe a été rapide et massive. On n'en parle plus du tout, en fait. Mais ils ont vraiment évité l'effondrement de leur monnaie, ce qui leur a donné un oxygène incroyable, puisqu'ils ont joué sur leurs réserves d'or, etc. Mais surtout parce qu'il y avait une faille énorme dans le filet, qui est l'importation de gaz russe, qu'on a été obligé de payer finalement en roubles, malgré quoi qu'on en ait dit. Et donc, les Russes ont quand même sauvé la situation par rapport à ça. Et donc,
maintenant, il y a des sanctions qui sont en place, mais sur des objets technologiques comme des puces, etc., qui vont empêcher peut-être le renouvellement des armements ou la difficulté de la maintenance de l'aviation civile, des choses, mais qui vont avoir un impact. En fait, on ne sait pas trop. Donc, c'est vrai qu'on s'installe un peu dans la durée. Mais moi, je suis plutôt du même avis que Michaela. C'est-à-dire que la difficulté, Emmanuel Macron s'est fait quand même vivement critiqué à la fois par les Ukrainiens et beaucoup d'alliés européens, en commençant à envisager même l'idée d'une possibilité d'une négociation. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas vraiment à nous de fixer les objectifs des Ukrainiens. C'est eux qui se battent, c'est eux qui souffrent. Et donc, il semble bien, moi j'ai eu l'occasion de poser des questions un peu à des observateurs ukrainiens, que l'atmosphère en Ukraine, c'est que maintenant tous les sacrifices qu'ils ont concédés, c'est pas pour se retrouver avec un pays amputé. Ils veulent vraiment même récupérer même la Crimée. Et les Américains sont sur cette ligne-là. Quand ils disent il faut empêcher que ça se reproduise, ça veut dire il faut il faut vraiment affaiblir les Russes de façon vraiment forte cette fois-ci. Oui, juste deux réactions rapides. Les sanctions, on se rend compte depuis maintenant 5-6 décennies que les sanctions, ça marche très rarement. C'est-à-dire que tous les régimes dictatoriaux qui étaient en marge de la loi internationale, qui ont été soumis à des sanctions, ça n'a jamais donné l'effet escompté. On a vu par exemple l'Irak de Saddam Hussein résister pendant... Il a fallu... pardon de le dire comme ça, mais il a fallu l'envahir pour que ce régime tombe. Les sanctions n'ont jamais abouti et on le voit bien aujourd'hui. Et je pense que côté occidental, et notamment européen, ça n'a pas été suffisamment dit. Je pense qu'on n'a pas pris suffisamment la mesure justement des préparations russes après 2014, après le premier train de sanctions de 2014, qui a permis à la Russie, qui a obligé la Russie à se préparer à d'autres sanctions, à mettre en place des mécanismes, je dirais, d'évitement et d'échappement. Et c'est effectivement ce qui leur a permis aujourd'hui d'absorber le choc des premières sanctions. Sur l'autre question, oui, effectivement, sur les négociations, quand je parlais de négociations, je pense que alors je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, mais je vois que clairement pour lui, le seul interlocuteur qu'il souhaite avoir à sa table, ce sont les États-Unis. On est encore dans cette vision du monde côté russe. Les Européens, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Alors, et c'est sur ça qu'il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que les Européens, ça ne compte pas pour M. Poutine? Et là, il y a peut-être plusieurs fils à tirer sur cette question-là. Je vous propose de passer maintenant à notre deuxième sujet, qui est celui de l'Algérie, 60 ans après son indépendance, puisque le 5 juillet 1962, la France quittait l'Algérie après plus d'un siècle de présence coloniale. La célébration de cet anniversaire intervient dans un climat social morose. Les espoirs de libéralisation nés en 2019 lors du départ du président Abdelaziz Bouteflika, poussé par le Hirak, un mouvement de protestation populaire, a renoncé à briguer un 5e mandat après 20 ans au pouvoir. Ces espoirs de libération ont fait long feu. Depuis, le régime a embastillé journalistes et défenseurs des droits humains. Au cours des 6 premiers mois de 2022, près de 300 Algériens ont été placés derrière les barreaux pour délit d'opinion, selon l'organisme algérien Detainees. Depuis 2019, plus de 600 citoyens ont été arrêtés pour avoir manifesté ou même simplement pour avoir soutenu l'opposition au régime en place. Après les militants du Hirak, les manifestants, les leaders des partis d'opposition et les journalistes premiers dans la ligne de mire du pouvoir en place, ce sont désormais les avocats des accusés qui se retrouvent inculpés. Le divorce entre le peuple et ses dirigeants a été illustré par la participation indigente au référendum constitutionnel de novembre 2020. Moins du quart du corps électoral s'est déplacé. La pandémie a aggravé les vulnérabilités de l'économie, qui s'est contractée de près de 5% en 2020. Les déficits des comptes publics se creusent, l'inflation galope, le chômage affecte 1 jeune sur 4, et la dépendance absolue au pétrole et au gaz, qui fournissent plus de 90% des recettes d'exportation, rendent nécessaire une reconversion profonde de l'économie que le pouvoir semble incapable d'engager. Dans ce pays de 45 millions d'habitants, où les moins de 30 ans représentent plus de la moitié de la population, la jeunesse vote avec ses pieds. Au moins 10 000 Algériens ont rejoint l'Espagne clandestinement depuis le début de 2021.
Sur cet arrière-plan de crise politique, économique et sociale, le pouvoir cherche son salut dans le durcissement extérieur. Avec Paris, il a engagé un bras de fer sur l'épineuse question mémorielle. Il a coupé les liens avec le Maroc, avec qui la relation était déjà déplorable. La rupture a été matérialisée par la fermeture depuis le 31 octobre 2021 du gazoduc qui alimentait le royaume chérifien et au-delà l'Espagne. Le quotidien algérien El Watan observe, je cite, que l'idéal post-indépendance tant imaginé par les pères fondateurs de la nation algérienne n'est pas encore atteint. La question sociale, celle du patriarcat, la condition des femmes, la place du religieux dans l'ordre social et politique ou la question de la diversité linguistique et culturelle sont autant d'interrogations qui conditionnent le devenir du pays. Fin de citation. Toutefois, la hausse des cours des hydrocarbures provoquée par la guerre en Ukraine offre au pouvoir une marge de manœuvre en matière de redistribution. Selon les prévisions du Fonds monétaire international, les recettes de l'Algérie devraient atteindre 58 milliards de dollars en 2022 contre 34 milliards en 2021 et 20 milliards en 2020. Même si les prix du blé et des autres produits alimentaires importés explosent, la situation financière s'améliore nettement, permettant d'acheter la paix sociale. Sur cette question, Akram Belkaïd. Oui, alors 60 ans, c'est le temps des bilans. On peut, comme à chaque anniversaire, à chaque décennie d'anniversaire de l'indépendance, alors, en ces temps quelque peu troublés, il est tout de même important de rappeler que l'Algérie de 1962 n'est pas l'Algérie d'aujourd'hui, notamment pour les Algériens, que malgré tout ce que vous venez d'énumérer comme difficultés et problèmes, c'est tout de même un peuple qui a recouvré son indépendance, sa liberté, sa dignité, et que ça n'a pas de prix. Mais effectivement, lorsqu'on fait un bilan, on est quelque peu amer, car que d'espoir l'Algérie produisait au début des années 60, progressisme, modernisation, ouverture. Je rappelle que l'Algérie, par exemple, a été un des pays du monde arabe, l'un des premiers pays du monde arabe à engager clairement des programmes de planning familial, d'émancipation féminine, même si par la suite les choses se sont durcies. Et effectivement, aujourd'hui, la situation est très, très, très compliquée, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social et sociétal, avec une résurgence assez forte de conservatisme que la société n'avait pas connu dans les décennies précédentes. Et alors on pourrait analyser en long et en large ces phénomènes. Ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'aujourd'hui, cette commémoration, finalement, elle se fait à minima côté officiel. Alors certes, il va y avoir un gros défilé militaire, comme s'il n'y avait pas autre chose à faire que ça. Il y a les Jeux méditerranéens qui ont lieu en ce moment à Oran, mais c'est tout de même un événement sportif de moindre renom que d'autres compétitions. Et on sent bien que le régime est un peu coincé parce qu'il a compris que l'une des conséquences du Hirak, donc ce mouvement pacifique de protestation de 2019, l'une des conséquences de ce mouvement, a été le fait que beaucoup d'idéaux de la lutte pour l'indépendance, beaucoup d'idées qui avaient été développées par les dirigeants algériens à cette époque-là, ont été récupérées par la jeunesse algérienne, ont été mises en avant avec une espèce de jonction entre ces jeunes générations qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, qui n'ont pas connu cette période-là, et les prédécesseurs qui se sont mobilisés pour l'indépendance. Et ça a beaucoup inquiété le régime, et donc il y a une espèce de... On célèbre, mais à minima. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait un défilé militaire parce qu'on ne veut plus s'orienter l'attention sur ce que vous avez dit, les tensions avec l'extérieur, à savoir le bras de fer avec la France sur la question mémorielle, la brouille durable et profonde avec le Maroc et, chose nouvelle, la brouille avec l'Espagne au sujet de la question du Sahara. Donc on est dans un contexte à la fois d'exaltation patriotique nationaliste, mais sans matière, sans discours réel, sans rappel des principes qui ont fondé le combat pour l'indépendance, parce que justement on est dans une phase de répression, parce que ce système politique démontre une nouvelle fois qu'il est incapable d'imaginer une transition politique, même à minima, de manière à ce que l'Algérie puisse évoluer et sortir de cette situation de blocage
qui atteint tous les rouages de la société. Et dernier point, comme à chaque fois, et là c'est une chose récurrente dans l'histoire de l'Algérie, comme à chaque fois que le régime s'est retrouvé coincé dans des situations politiques qui auraient pu exiger de lui une ouverture, comme par hasard, soudainement, les prix du et donne une aisance financière au régime qui lui permet d'une certaine manière d'acheter, en tout cas de prolonger la tranquillité au niveau de la paix sociale. Marc-Olivier Padis. Oui, alors moi, je ne connais pas du tout la situation intérieure algérienne, et Akram en parle très très bien. J'étais quand même frappé par deux choses. La première, c'est que au moment de ces manifestations pacifiques du Hirak en 2019, on a eu le sentiment, en tout cas pour quelqu'un qui perçoit évidemment de l'extérieur, depuis la France, ce qui est un angle de vision très particulier, qu'il y a eu au sein de la population algérienne une espèce de changement de discours sur l'histoire nationale, c'est-à-dire cette revendication d'un certain nombre d'acteurs, parfois des acteurs historiques qui avaient été mis de côté par le pouvoir, que cette histoire de l'indépendance avait été volée au peuple algérien pour des raisons d'idéologie et de durcissement d'un pouvoir fort qui a construit un mythe, qui a construit sa légitimité sur une histoire mythifiée de la guerre de libération nationale, mythifiée au sens où elle a mis de côté un certain nombre des acteurs importants de l'indépendance et des règlements de compte qui ont eu lieu juste après, puisque ce sont, si j'ai bien compris, disons, les politiques ont perdu contre les militaires, si on simplifie un peu. Et donc, il y a eu, comme Akram l'a dit, les idéaux de l'indépendance ont été repris par la jeunesse, mais donc ça veut dire qu'il y a eu une espèce de transmission qui s'est passée, et donc une ouverture au sein de la société qu'il est sans doute difficile de percevoir ou de décrire de l'extérieur, parce qu'il y a quand même un peu une chape de plomb sur la transparence. Mais quand même un changement profond et peut-être prometteur de quelque chose. Et la deuxième chose qui est frappante, c'est quand même cet immobilisme du pouvoir, bien sûr, mais qui est quand même confronté là maintenant au changement générationnel. C'est-à-dire que ça ne peut plus être les grandes figures de l'indépendance qui ont été personnellement liées à la guerre de libération nationale qui peuvent occuper le pouvoir. Et donc ça suppose quand même un système de légitimation différent pour, disons, le cercle du pouvoir, pour utiliser une expression un peu neutre. Mais moi, ce qui me frappe aussi, c'est, si on peut peut-être parler aussi de l'indépendance par rapport à la France, c'est-à-dire l'importance des échos quand même, enfin, à quel point ce sujet reste présent en France aussi. Et je prendrai deux exemples. Finalement, on n'en parle plus du tout, mais pendant tout l'automne, on a été très préoccupé par la campagne politique d'Éric Zemmour, qui était quand même centralement sur la question de l'Algérie. Moi, ça m'a frappé quand j'ai regardé. Une fois, je me suis dit, bon, je vais regarder un meeting en entier. Et en fait, je trouvais qu'on a peu expliqué que l'argument central d'Éric Zemmour, c'est que la France était une puissance humiliée. Une puissance humiliée par la perte de son empire colonial. En fait, il avait un discours complètement colonial, d'ailleurs, y compris dans tous les préjugés, les stéréotypes coloniaux sur les autres populations, sur le rapport de la France au reste du monde. Enfin, et évidemment, on comprend comment fonder un discours. On dit souvent que le populisme fait appel aux émotions, mais faire appel à l'émotion de l'humiliation, c'est quand même très particulier. Et ça peut évidemment toucher un certain nombre d'électeurs. On voit bien ceux du sud de la France. Comment le discours du président, du doyen d'âge de l'Assemblée nationale, qui était exactement sur ce thème-là. On a été humiliés. Ouais. Et d'ailleurs, son mouvement s'appelait Reconquête pour justement retrouver la fierté française, la fierté d'être français. Mais donc, cette question en fait de l'abandon des colonies n'est pas quelque chose de pacifié dans la société française, contrairement à ce que quelqu'un comme moi, né bien après toutes ces histoires, je croyais que c'était vraiment du passé. En fait, on se rend compte à quel point c'est du présent. Et de ce point de vue-là,
Je trouve, dernière remarque, que l'action du président de la République sur le travail de mémoire, qui est beaucoup discuté, mais a quand même une certaine vertu. Alors peut-être pas vis-à-vis de l'Algérie, mais c'est peut-être pas son interlocuteur principal. Et puis, comme on dit en anglais, it takes two to tango. Donc s'il n'y a pas d'interlocuteur, on ne peut pas faire grand-chose. Mais quand même, par exemple, de clarifier, de faire une reconnaissance officielle sur la responsabilité de la France dans la mort de Maurice Audin, qui était un sujet qui avait beaucoup mobilisé l'historien Pierre Vidal-Naquet. C'est quelque chose d'important, peut-être pas pour les Algériens, mais je crois pour l'armée française, pour les Français, c'est quelque chose de significatif. Et je trouve que tout cet effort, je crois que Emmanuel Macron fait partie de cette génération qui a dû être frappée par le fait que le travail mémoriel s'est fait en France beaucoup à travers des procès, le procès Barmy, etc. Et que c'était aussi une prise de conscience que, même si c'est tout à fait légitime qu'il y ait des processus devant les tribunaux, ce n'est pas forcément la bonne scène ou la seule scène pour traiter la question de la mémoire, et qu'il faut aussi des gestes politiques, une réflexion politique. Et je trouve qu'on a peu parlé du rapport qui a été commandé à Achille Mbembe, qui est un grand philosophe intellectuel africain, sur les relations entre la France et l'Afrique d'une façon générale. Alors, le rapport d'Achille Mbembe ne porte pas sur l'Algérie, mais il y a tout un chapitre, le chapitre 5, qui est assez crucial parce qu'il arrive avant les propositions du chapitre 6, porte sur le contentieux mémoriel avec l'Afrique plutôt subsaharienne, mais aussi la Tunisie, qui est dans son périmètre de réflexion. Et je trouve que ce travail de long terme, engagé sur la mémoire coloniale en France, est quelque chose qui prendra du temps, mais qui mérite d'être observé avec attention et qui mérite d'être suivi. Michaëla Wiegel. Oui, moi j'ai toujours été frappée par la coïncidence ou concomitance de la réconciliation franco-allemande, signature du traité de l'Élysée début 63 et l'indépendance algérienne, comme si la France abdiquée comme puissance coloniale devait en même temps faire enfin la paix avec l'autre grand conflit qui avait depuis des décennies touché la France. Donc, c'est un point de vue probablement très européen. Mais je me suis toujours demandé si on n'a pas assisté, sous la présidence de Jacques Chirac, d'une chance unique sur le modèle franco-allemand de trouver aussi un traité d'amitié franco-algérien. On n'était pas très loin, j'étais à l'époque du voyage et vraiment, on avait l'impression qu'il manquait de peu pour arriver à, non pas à mettre de côté tous les humiliations des deux côtés, mais de trouver un mécanisme. Et malheureusement, ce moment s'est renfermé. Et on est aujourd'hui, 60 ans après, à avoir beaucoup de regrets et à avoir en quelque sorte, côté français, le sentiment, alors que l'Algérie a une importance cruciale pour tous les défis, on en a parlé un tout petit peu, mais avec ses ressources en énergie, elle aurait pu être un acteur stratégique là où la Russie n'est plus disponible. On aurait pu envisager entre l'Union européenne avec la France comme médiateur et l'Algérie une nouvelle alliance, une coopération vers la modernisation nécessaire. Je ne connais pas effectivement aussi bien l'Algérie de l'intérieur, mais effectivement, on a l'impression que ce qui manque surtout, c'est d'autres sources de revenus, d'autres industries et services, une diversification de l'économie pour justement donner des bases solides à l'économie algérienne. Et ce nouveau conflit avec l'Espagne montre qu'on est dans une évolution inverse, c'est-à-dire
même l'Espagne, qui avait des relations de coopération assez intenses et qui était en Europe un des plus grands clients pour le gaz algérien, maintenant est sous la menace d'une coupure. Et je trouve c'est un constat de gâchis énorme. Akram El-Kaïd. Oui, alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a un souci. Bon, même si le gouvernement algérien a assuré que le différend avec l'Espagne ne concernerait pas les hydrocarbures, quand vous êtes un exportateur d'hydrocarbures, vous avez intérêt à assurer une exportation continue. Mais on voit aussi bien que dans le même temps, il y a une belle histoire d'amour qui est en train de se jouer entre l'Algérie et l'Italie. Les responsables italiens se sont précipités à Alger, ont obtenu que de quantités supplémentaires de gaz naturel leur soient allouées. Donc on voit bien aussi qu'à l'intérieur aussi de l'Europe, il y a toujours un jeu assez édifiant en termes d'intérêt d'abord. Pour en revenir on oublie parfois que, par exemple, on parlait tout à l'heure du Rassemblement national, on oublie que c'est un parti qui s'est tout de même créé dans le refus de l'Algérie indépendante et dans le refus du gaullisme et de la vision gaulliste. C'est-à-dire que la centralité de la question algérienne, qui est parfois, à mon avis, alors souvent on l'exagère dans les relations, quand il y a des brouilles entre Alger et Paris, mais en même temps, ça reste, je suis tout à fait d'accord, ça reste prégnant, ça irrigue d'une certaine manière la vie politique française. Et ça pose d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que contrairement à l'Algérie, en Algérie aujourd'hui, il n'y a plus de Français ou presque. Je veux dire, il n'y a plus de ressortissants d'origine française. Les pieds noirs sont partis, quelques-uns sont restés, mais l'âge fait que, le temps a fait qu'ils ne sont plus là. Donc il n'y a plus de choses matérielles qui rappellent la présence française. Il n'y a pas de tension au sein de la population. En France, on est dans un pays où on n'a pas qu'une seule mémoire. On a plusieurs mémoires concernant le passé colonial. Et en fait, je pense que Emmanuel Macron le sait et l'a compris. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont descendants de gens qui étaient à Algérie française, vous avez des petits-fils de gens qui étaient à l'OAS, mais vous avez aussi des petits-fils de gens qui étaient au FLN. Et tous ces gens-là sont français, votent et sont très vigilants parce qu'avec les réseaux sociaux, parce qu'avec les travaux des uns et des autres, on a aujourd'hui des radicalisations, des gens qui sont forcément très, très attentifs à ce que les hommes politiques peuvent dire ou ne pas dire. Et je crois que l'enjeu, finalement, quelque part, est franco-français, bien plus que franco-algérien, où en Algérie, il y a d'autres problèmes, bien entendu, sur la question de la mémoire, mais je pense que cette question des différences entre l'Algérie et la France, aujourd'hui, à mon sens, se pose de manière bien plus aiguë en France, et ça va être le cas parce qu'on voit que des jeunes générations, des gens qui n'ont pas connu la guerre d'Algérie, qui n'ont même pas connu la période de décolonisation ou la période de l'Algérie militante tiers-mondiste, ces gens-là sont en train de s'emparer de cette mémoire-là, parfois la magnifient, parfois la mythifient, et alimentent le débat politique sous cet angle-là. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui va perdurer et qui pose un vrai souci, je dirais, de discours et de cohérence pour les partis politiques français, qu'ils soient de gauche ou de droite. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à notre dernière séquence, la séquence des brèves. On vient de parler des problèmes mémoriels. Je rattacherai à cette question mémorielle ce qui se trame depuis longtemps et dont j'avais déjà eu l'occasion de parler en Normandie, cette chose qui s'appelle le D-Day Land, qui est une sorte de Disneyland ou de parc Astérix du débarquement, contre lequel beaucoup de gens, et notamment les derniers survivants de ce débarquement, se sont élevés. Le Monde a récemment publié un article signé de Clémentine Goldzal sur le promoteur de cette opération, Roberto Clorleo, dont on apprend que si les maires qui soutiennent son projet souhaitent qu'on parle de leur commune, s'ils font ça pour une opération de communication, ils n'ont peut-être pas tort, mais ça risque de se passer non pas dans les pages qu'ils souhaitent, mais plutôt dans les pages judiciaires. Et on voit bien les ravages de la communication dans cette affaire. On voit bien aussi à quel point tous ceux qui, président de la République compris, ont idéalisé les maires et le fonctionnement des mairies, se mettent le doigt dans l'œil usque ad
omoplatum, comme on disait du temps de Cicéron, et se sanctifie, se sacralise des responsabilités qui méritent d'être passées au crible de la critique et de l'analyse comme toutes les autres. Ce projet de parc Astérix du débarquement est pas seulement une gifle à l'égard de tous ceux qui se sont battus, engagés dans cette affaire, ceux qui ont débarqué, ceux qui les ont aidés à débarquer, etc., etc. C'est aussi une chose absolument exemplaire des ravages de la communication dans les modes de gouvernement jusqu'au niveau le plus primaire du gouvernement, qui est le gouvernement des municipalités. Marc-Olivier Padis. Je voudrais parler d'un livre qui a fait date, qui est, pour revenir sur notre premier sujet, le livre de l'historien américain Timothy Snyder, « Terre de sang, l'Europe entre Hitler et Staline », parce que Gallimard vient de publier une nouvelle édition augmentée de cet ouvrage, augmenté au sens où il y a une postface substantielle écrite par Timothy Snyder, à la lumière des événements récents. Le mérite de ce livre de Timothy Snyder est d'avoir attiré l'attention sur un espace européen très particulier qui est tout ce qui est donc à l'est de l'Allemagne et à l'ouest de la Russie, donc la Pologne, la Biélorussie, l'Ukraine, les pays baltes, qui ont été balayés par à la fois la terreur soviétique et la terreur nazie, l'Holocauste, la Grande Famine, les exterminations de populations civiles pendant la guerre. Et donc, ce que raconte Timothy Snyder dans ce livre qui est vraiment à fait date, qui fait froid dans le dos, c'est qu'en fait, il y a ce qu'il appelle les terres de sang ont connu la mort de plus de 14 millions de personnes dans cet espace entre 1933 et 1945. Et c'est un renouvellement du regard historique sur l'histoire du continent, parce qu'on se rend compte qu'il y a vraiment là un trou noir en fait de notre mémoire collective, une ignorance de notre connaissance historique. Et juste un dernier mot, ce qui est incroyable, on pourrait parler de ce livre pendant très longtemps, mais ce qui est incroyable et ce qui sans doute explique que Timothy Snyder ait été capable de mettre en avant disons, ces aspects peu connus et insuffisamment travaillés de cette période noire, c'est que Timothy Snyder parle 6 langues. Et quand on regarde sa bibliographie, on voit une bibliographie avec des sources, en anglais évidemment, en allemand, en français, en ukrainien, en russe et en polonais. Et là, on se dit, ça, c'est un travail historique, y compris sur les archives nationales, quand on est capable de maîtriser 6 langues, qui donne évidemment une ampleur au travail historique qui est absolument admirable. Peut-être ce livre, comme d'autres, fera-t-il s'interroger, par exemple, les responsables de Sciences Po sur la place de l'histoire dans l'enseignement qu'il propose. Michaela Wiegel. Oui, c'est une bonne transition parce que Timothy Snyder parle parfaitement allemand. Il est très présent. Il vient de faire un article dans notre journal très remarqué. Moi, je voulais lancer un petit cri d'alarme pour l'apprentissage de l'allemand en France parce que on voit justement dans ce changement d'époque l'importance d'une bonne entente franco-allemande pour l'Europe. Et malheureusement, les chiffres sont vraiment effrayants. Pour les candidats admissibles au concours du CAPES, donc pour devenir professeur d'allemand, il y a eu que 85 candidats pour 215 postes, ce qui n'est déjà pas énorme à pourvoir. Et on a eu aussi les chiffres après la réforme du bac de la spécialité d'allemand, c'est-à-dire ces élèves qui font allemand intensif et qui vont avoir un très bon niveau à la sortie. Ben, ce chiffre, c'est de 51 et inférieur au chiffre de la spécialité de latin. Et on voit la domination de l'anglais et de l'espagnol. Alors, on va me dire, on a les classes européennes, on a le baccalauréat international, oui, mais si on veut avoir vraiment une connaissance intime de la langue allemande, il faut probablement avoir aussi, dans les filières générales, avoir plus d'efforts pour l'allemand.
À moins que les chiffres que vous venez de donner, Michaela, ne militent en faveur de la reprise du latin comme langue internationale. Akram Belkaït. Bien, alors permettez-moi d'amener un peu de légèreté après nos débats assez, je dirais, inquiétants par rapport à l'avenir du monde et de la Méditerranée. Et justement, je reste en Méditerranée et je vous propose un ouvrage culinaire. C'est un petit livre écrit par Claire Bastier, qui est une journaliste qui connaît très bien le Proche-Orient et qui a écrit un petit livre sur le sumac et les 10 façons de le préparer. Alors le sumac, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une épice astringente qui est très présente dans les plats du Proche-Orient. Alors bien entendu, il y a le côté, je dirais, festif et convivial de ce livre, puisque ça permet de préparer des recettes. Mais comme toujours, la cuisine raconte une époque, raconte aussi une région, et ça permet, en cette période estivale, d'avoir un peu d'évasion en prenant connaissance d'une approche culinaire qui n'est pas encore très répandue en France, même si tout le monde connaît le houmous, et bien c'est à base de pois chiches, et bien c'est le moment de connaître le sumac. Eh bien, nous nous lancerons dans la découverte du sumac. Je remercie Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assure le compte-rendu analytique, le compendium, qui a, si j'ose dire, de plus en plus de clients, enfin en réalité de lecteurs, puisque nous sommes le seul podcast à permettre à la fois de nous écouter et en même temps de retrouver un compte-rendu analytique. Et semble-t-il, ceux qui s'en servent en profitent pour retrouver des choses qu'ils ont entendues dans nos conversations et dont ils veulent garder une vision durable. Nicolas Tourneau, que je remercie également, s'occupe de notre site. Olivier Magloire nous aide à régler toutes les questions qui tournent autour des plateformes. Adrien Beccaria, pour le studio L'Arrière-Boutique, a enregistré cette conversation qui est produite par Julien Leville et Nouvelles Écoutes. Je vous donne rendez-vous donc mercredi pour la diffusion de notre prochain Bada, avec un comédien qui a été remarqué dans la dernière mouture de La Tempête de Peter Brook, et dimanche prochain pour notre dernière conversation d'actualité de la saison. À dimanche prochain et à mercredi.